Bon, ben on va démarrer sans plus attendre. On a la chance aujourd'hui de pouvoir dialoguer autour de la souveraineté numérique, hein, dans un contexte de service public, administration et collectivités territoriales. Et je me permets de présenter notre trio de luxe dans l'ordre qui s'affiche à l'écran. Benoît Liénard, directeur de Soluris, syndicat informatique de Charente-Maritime, mais également représentant de Déclic. Déclic est une association de services mutualisants sur toute la France. Une quarantaine de structures y sont représentées. Et aussi, si j'ai bien compris, monsieur numérique de l'association des maires de France. Tu reprendras si tu en as besoin. Bastien Guéry, monsieur référent logiciel libre à la DINUM, le service de l'État. Et François Elie, qui est élu à Angoulême, président de l'association Adulacte et au demeurant prof de philosophie. François, j'aimerais commencer par toi, le micro, et te demander que dit la loi sur ce sujet. C'est quoi la philosophie qui va nous permettre de mieux comprendre ce que veut dire souveraineté numérique? Alors, en général, quand on donne la parole à quelqu'un qui se pique de philosophie, je ne dis pas philosophe parce que les bons philosophes sont morts, mais il commence par essayer de définir ce dont on parle. Alors, si on se demande ce que c'est qu'un souverain, c'est celui qui n'a rien au-dessus de lui. Un jury est souverain si personne ne peut modifier ses décisions. Mais le problème, c'est qu'il y a deux types de souverains. On est passé, par exemple, à la Révolution française entre un roi, qui était le souverain, et un peuple, qui est aujourd'hui le peuple souverain. Et en fait, la meilleure définition que je connaisse, c'est que le souverain, c'est celui qui fait la loi. Il y a deux façons de faire la loi. Soit la petite frappe au fond de la cour de récré, qui fait la loi à coups de poing, soit celui qui fait la loi, au sens qui se donne à lui-même sa propre loi et qui essaye d'y obéir. Donc ce qu'on appelle en philosophie aussi l'autonomie, le fait d'obéir à sa propre loi. Et donc la question de la souveraineté numérique, c'est la conscience ou non de la loi à laquelle on obéit, peut-être sans le savoir ou peut-être lucidement, on verra de quoi il retourne. Pour éclairer, simplement pour finir sur ce point, j'observe qu'à chaque fois qu'on parle de cybersécurité, de protection des systèmes d'information, etc., eh bien, on jette un voile pudique sur les problèmes essentiels, c'est-à-dire les systèmes eux-mêmes. On veut les protéger sans se demander si les systèmes qu'on utilise sont des dangers. Et tu penses que c'est pour ça qu'on se pose la question de la souveraineté, justement ? J'aimerais bien qu'on se la pose correctement, plutôt que d'en parler sans regarder où est le problème. Mais ça, on aura l'occasion de développer un peu. Je passe la parole à Benoît. Avec Soluris, il y a quelques centaines de collectivités de Charente-Maritime, en plus des petites collectivités. En quoi est-ce qu'elles sont concernées, ces collectivités, par la souveraineté numérique ? C'est quoi le point de vue d'une collectivité sur ce problème de souveraineté ? Alors, des petites collectivités, mais pas que, et en Charente-Maritime, mais aussi un peu dans les Deux-Sèvres. Je pense que le point de vue des collectivités, alors les collectivités, elles sont très diverses, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas bien le contexte des collectivités locales. C'est un peu comme les entreprises. Énormément de toutes petites collectivités, comme il y a énormément de TPE, d'artisans et autres, et finalement très peu de grandes. Donc, si on parle on va dire la majorité, on va dire les petites et moyennes, je pense qu'elles sont les élus locaux sont concernés par ces sujets-là. Un élu local, c'est une personne comme vous et moi qui décide de s'investir pour le collectif, et la question d'œuvrer pour le bien commun, de faire les choses dans les règles qui permettent de faire en sorte que le service public soit bien rendu. C'est vraiment les éléments qui animent les élus locaux, mais on en a d'ailleurs un à la tribune, donc je ne vais pas parler davantage sur leur motivation. Mais donc bien faire et avoir une attention à la manière dont, en particulier les données, puisqu'une mairie, ça récolte beaucoup de données à caractère personnel sur son territoire, les données sont protégées, sont traitées d'une manière générale. Les élus sont concernés. Après, donc ils veulent bien faire.
Et ils sont conscients, ils lisent les journaux, que les GAFAM, etc., le Cloud Act, il y a la possibilité que les données dont on a la gestion soient utilisées à mauvais escient ou à notre insu en tout cas. Après, il y a la dimension pragmatique. Ils ont peu de moyens. Donc c'est la question, je reprends la question de la loi. Ils sont conscients, je pense qu'il y a certains enjeux, mais il y a une loi aussi qui est celle de la loi, on va dire en quelque sorte du marché, qui est plutôt celle de la petite frappe, la loi de fait, qui fait qu'on n'a pas forcément le choix des armes et qu'on doit parfois utiliser des outils malgré nous. Ça rejoint ce qui était dit juste précédemment. Donc voilà, il y a cette volonté de bien faire, mais comment, sachant qu'en plus, dans la plupart des cas, les collectivités ont très peu de moyens en interne, moyens techniques, peu de compétences. Enfin là encore, on va refaire le parallèle avec les entreprises, où il est rare que les entreprises aient des DSI chevronnés, et encore moins sur les sujets du libre. Oui, on va zoomer sur le comment après, mais là, tu as parlé des GAFAM. Tu as des exemples concrets de non-souveraineté? Le fait de parler du négatif va peut-être nous aider à mieux comprendre le positif. Il y a si on parle de données, par exemple, j'ai parlé des GAFAM, donc on peut parler de données ou d'utilisation même de mails. La tentation naturelle, mais c'est au sens de, parce que c'est la simplicité, de quelqu'un qui ne serait pas averti concernant les questions de territorialisation des données, ce serait d'utiliser des messageries libres, gratuites, telles qu'elles existent sur Internet. Et Gmail, par exemple, il n'est pas rare que des élus locaux aient des adresses en Gmail, et parce que c'est pratique pour eux de gérer leur mail et leur agenda en Gmail, demandent à la collectivité d'adopter les mêmes solutions. Donc c'est là où on se pose en sensibilisateur, et puis on doit proposer du coup des solutions alternatives aussi pratiques si possible. Donc là il y a le si possible, c'est là où il y a toute la question du pragmatisme ensuite. Mais oui, je dirais le risque est partout, comme pour les individus. Ok, alors je passe la parole à l'État. Pardon, Bastien. Mais du côté État, on va rester sur le même plan. Tu as des exemples concrets de non-souveraineté? Après, je te poserai la question de, finalement, l'État, qu'est-ce qu'il en a à faire de ça? C'est quoi son sujet sur ce sujet? Alors, j'ai un exemple très concret et très récent. Il y a 2 semaines, la direction interministérielle de la transformation publique, qui est dans le même bâtiment que la direction interministérielle du numérique, on échange souvent parce qu'on a des projets communs. Un agent de cette administration vient me voir en disant « Nous avons acheté un site web via l'UGAP et le prestataire me dit que je n'ai pas le droit de faire autre chose que d'utiliser le livrable. Je n'ai pas le droit de le modifier et ça m'embête parce que moi j'ai recruté quelqu'un qui a pour charge d'assurer le suivi de ce site web. » Donc on creuse, et moi je lui dis en fait non, normalement les conditions juridiques sont telles que le prestataire est obligé de mettre ça sous licence libre, ou en tout cas il a l'option de, vous avez dû dans votre contrat vérifier que vous récupérez la propriété intellectuelle. Et ils ont bien récupéré la propriété intellectuelle, mais seulement pour des droits d'utilisation. Et les conditions juridiques, donc l'UGAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une centrale d'achat, des prestataires se référencent à l'UGAP, et ce qui permet aux administrations d'acheter de la prestation sans faire d'appel de marché. Et les conditions juridiques entre l'UGAP et le prestataire ne sont pas accessibles à l'administration. Donc on a une administration qui se retrouve avec un site web qu'elle ne peut plus modifier. C'est du droit public, donc c'est un exemple typique de dysfonctionnement interne de l'espace public, où on se tire une balle dans le pied et où on n'est plus du tout en souveraineté. J'ai un agent qui, là, a recruté quelqu'un qui n'a pas le droit de modifier et de faire vivre le site web qu'il a acheté. Et l'entreprise est apparemment, donc le sujet est en cours, mais dans son bon droit pour dire on vous a cédé simplement les droits d'utilisation. Si vous voulez aller au-delà, vous devez continuer à payer de la prestation. Donc la souveraineté au quotidien, c'est ce ressenti d'être piégé. Alors, tu nous parles de la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique pour l'État, en gros le service informatique de l'État. Toi, il y a une sous-partie, tu vas nous parler d'Etalab. En quoi Etalab est concerné par ce problème, entre guillemets, de souveraineté numérique? Alors, je vais faire un paysage très rapide. La DINUM, c'est le résultat de la fusion entre la DSI de l'État,
qui gère les infrastructures réseau entre les ministères. Etalab, le département Etalab, qui historiquement s'occupait d'ouverture des données publiques et qui depuis 3 ans s'occupe d'ouverture des codes sources. Et Betagouv, qui sont les startups d'État, qui sont des projets agiles, on va le dire rapidement, au sein de l'État. Ce ne sont pas des startups, le nom est mal choisi. Ce sont des petites unités pour créer rapidement des projets agiles. Donc la DINUM a fusionné les aspects historiques de DSI, historiquement peu agiles, avec les sujets d'innovation sur comment faire des projets dérisqués en faisant des projets de 6 mois à 200 000 € avec une petite équipe qui s'arrête si ça ne marche pas, et le sujet de l'ouverture avec l'open data en tête. Le sujet de l'open source et du logiciel libre est arrivé il y a 3 ans, je l'ai pris en charge. C'est la suite d'un atelier au Paris Open Source Summit 2018 où on a eu un échange juridique intéressant pour pointer du doigt le fait que finalement les codes sources sont des documents administratifs comme les autres. C'était un peu un angle mort. La CADA. Ça, c'est la commission qui gère ces demandes d'ouverture. Quand le citoyen dit je voudrais que les données de démographie soient ouvertes ou que ce code source de Parcoursup soit ouvert, etc. Donc on sollicite, on peut saisir la CADA, qu'une administration peut saisir aussi. Mais donc l'ouverture des codes sources est arrivée tard, faute de référents. Etalab était historiquement ami et toujours ami des communautés du logiciel libre. Il y avait des interactions fortes avec l'écosystème, notamment en 2016 au moment du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et ce sujet, on le prend en main de façon opérationnelle, d'abord parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on essaye de faire des produits, et on en maintient essentiellement 2. L'un qui est le socle interministériel de logiciel libre. Ce socle, c'est le résultat de la loi qui encourage l'utilisation des logiciels libres dans l'administration. Je dis bien encourager parce que c'est simplement un encouragement, donc ce n'est pas une obligation légale, on pourra en discuter après. Et ce socle existe depuis très longtemps par les groupes de mutualisation interministérielle, et il est venu au sein d'Etalab qui le porte, qui lui donne une adresse en .gouv et qui le fait connaître. Et le deuxième produit, c'est la liste des codes sources publiés pour la mise en œuvre de cette loi de 2016, de la loi pour une république numérique. Dans ce contexte-là, la souveraineté numérique, Etalab. Alors, Etalab c'est un département de la direction interministérielle. On n'a pas vocation à se prononcer sur la souveraineté numérique, mais on a vocation à se référer à la loi. Et l'article 16 dont je viens de parler, que les gens ici, je pense, connaissent bien, sur encourager l'utilisation du logiciel libre, prononce aussi 3 mots qui peuvent servir de définition provisoire sur la souveraineté, qui sont: l'administration doit assurer la maîtrise, l'indépendance et la pérennité de ces systèmes d'information. Donc, maîtrise, indépendance, pérennité de ces systèmes d'information. L'exemple que je vous ai donné au début d'un service qui ne peut pas continuer à développer son site web, c'est exactement le contre-exemple. Donc là, ça sert pour dire non, le logiciel libre permet justement, les licences libres permettent justement de ne pas se retrouver dans cette situation. On pouvait s'attendre à ce que tu donnes un exemple du style les militaires ont besoin de souveraineté d'un niveau un peu plus visible par le citoyen. Bon, ce qui est visible pour les agents, par exemple, c'est que c'est à la DINUM et à la DINSIC à l'époque qu'il y a une prise de conscience où on s'est dit non, on ne va pas laisser tous les agents publics aller sur WhatsApp. Ce n'est pas une solution souveraine, les données ne sont pas hébergées chez nous. À l'époque, en plus, il n'y avait même pas de chiffrement de bout en bout. Donc la DINSIC et Henri Verdier a donné l'impulsion à un projet qui s'appelle CHAP et qui est le protocole Matrix, mis à disposition des agents, et on a aujourd'hui plus de 200 000 agents qui utilisent cette solution. Oui, c'est l'équivalent on peut appeler souveraine par raccourci. L'équivalent de WhatsApp, mais avec du logiciel libre et un protocole ouvert également. Et avec une collaboration entre la DINUM et Vector.IM, qui est l'entreprise qui déploie et qui développe Matrix, et avec de l'internalisation de compétences, parce que CHAP est devenu une start-up d'État. C'est un parcours original, c'était d'abord un service opéré au sein de la DINUM. C'est devenu une start-up d'État parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de demandes et de travail fin sur les fonctionnalités et d'interactions resserrées entre la DINUM et le prestataire, l'entreprise. Donc voilà, ça c'est clairement un sujet de souveraineté. Il y en a
plein d'autres. On voudrait Etalab, on est un peu en veille, à défaut d'être déjà en R&D, mais on est un peu en veille sur d'autres sujets. Je donne un exemple, les CAPTCHA. Pourquoi l'État ferait travailler tous les citoyens pour une entreprise américaine dont on n'est pas sûr qu'elle va faire un usage éthique? Oui, il faut rappeler que la plupart des CAPTCHA, c'est du Google et ça aide Google à optimiser ses reconnaissances d'images. Voilà, donc nous, le sujet, c'est un serpent de mer, il revient régulièrement. Il y a eu des annonces récemment d'une administration ayant développé un CAPTCHA libre en grattant d'un peu plus près. C'est pas vraiment un CAPTCHA libre, c'est simplement du code source ouvert, mis à disposition par quelqu'un, donc c'est un problème. Là, on est à nouveau en risque d'être piégé, parce que si la personne fait évoluer son code source et demande de tout faire payer, elle peut du jour au lendemain. Donc là, on a une nouvelle dépendance. Tous ces exemples de dépendance et de pièges, c'est pour montrer un manque de maturité, de culture technique et juridique, et sur les processus d'achat. Ça demande un certain niveau, pas seulement juridique, mais aussi technique pour savoir lire tout ça. Alors, je voudrais, maintenant qu'on a bien compris l'introduction, merci messieurs, je voudrais revenir sur toi, oui Benoît. Tu allais le dire tout à l'heure, je t'ai interrompu, mais concrètement, alors, on fait quoi dans les collectivités pour que on ne tombe pas dans le piège de ne plus être souverain, de ne plus avoir la loi, pour reprendre le terme de François? Concrètement, toi, en tant que syndicat informatique, tu es là pour aider les collectivités, l'aider à s'équiper. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Alors, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on pourrait être indépendant de toute influence et qu'on est complètement libre. Je pense qu'il faut avoir conscience, je reprends le terme que je trouve intéressant, qui était dit par François tout à l'heure, des dépendances qu'on a, de ce dans quoi on est, et d'en mesurer du coup l'impact, et d'en accepter ou pas l'impact. Et ça nécessite effectivement une culture technique et juridique que peu de gens ont. Donc, mais dans les faits, soyons très francs, une mairie, c'est des applications métiers pour gérer les métiers d'une mairie, l'état civil, les élections, l'urbanisme, etc. Et c'est des applications plus transverses, et puis les infrastructures plus, je dirais, réseau, messagerie, etc. Pour ce qui est des applications métiers, on s'adresse à des éditeurs de logiciels, pour la grande majorité d'entre eux propriétaires, qui ont comme grand avantage de prendre la responsabilité du maintien en conditions de sécurité et en conformité réglementaire de leurs outils. Parce que la problématique d'une collectivité, c'est qu'elle doit exercer le service public et que les règles la réglementation change tout le temps. Donc c'est très compliqué de maintenir un logiciel à l'état de l'art au niveau réglementaire, et ce qui fait que des collectivités ont néanmoins, ou des développeurs motivés ont néanmoins développé des logiciels libres pour les collectivités, dans un domaine réglementaire. Mais ce qui est difficile à faire, outre la création du logiciel à l'instant T, c'est de le maintenir dans la durée. Donc dans les faits, depuis quelques années que je regarde ça, on voit que l'offre libre pour les collectivités dans le domaine réglementaire est aujourd'hui très réduite, donc dans les faits. Également par sécurité, parce que tu disais, nous on achète pour 580 collectivités, donc de toute taille, donc il y a plusieurs gammes de logiciels, mais dans les faits, on a intérêt, si je dis ça de manière assez cynique, et j'en suis pas toujours fier, mais en termes de prise de risque, à assurer nos arrières en s'adressant à des éditeurs qui ont pignon sur rue et qui s'engagent à la maintenance et au maintien à niveau de leur logiciel. Ça, je dis ça pour l'essentiel. Après, là où on peut regagner de l'indépendance, ou en tout cas dessiner des espaces de confiance ou sur lesquels on a davantage de contrôle, je pense que c'est sur effectivement des applications plus transverses comme la messagerie, comme les outils collaboratifs, sur les outils de gestion de documents, avec donc une attention particulière portée au RGPD, pour que là encore on soit conscient de la sensibilité des données dont on a la charge, et qu'on mette en place des solutions qui soient adaptées, qui soient proportionnées
On accompagne pas mal les collectivités sur des questions de cybersécurité aussi. Et je fais des parallèles parfois parce que le risque zéro n'existe pas, donc l'indépendance totale n'existe pas. Donc il faut avoir conscience en revanche du risque, ce qu'on appelle le risque résiduel, ou là de la dépendance de fait qu'on a avec tel ou tel système ou tel acteur économique, et agir en connaissance de cause. Voilà. Donc on essaie d'optimiser sous contrainte. Alors, je t'entends parler, parce que tout à l'heure, on a compris les éditeurs, pardon, avant de parler des éditeurs, on avait parlé des cas concrets de non-souveraineté numérique. Google avait été cité, les structures américaines avaient été citées, et là, tu viens de parler des éditeurs sur le marché, et j'y devine une nouvelle façon de parler de souveraineté. C'est pas seulement vis-à-vis de l'État français, vis-à-vis des États étrangers, c'est aussi finalement la collectivité chez elle. Je le dis avec mes mots, hein, la collectivité chez elle ne se sent plus maître de son système d'information, et peut-être qu'on a perdu le contrôle, la confiance, le mot est bon. Et du coup, là aussi, on peut parler de souveraineté parce que je n'ai plus la main sur mes logiciels, parce que l'éditeur trace peut-être trop sa route plutôt que la mienne. Est-ce que je traduis bien ta pensée avec des mots plus francs ? En fait, les éditeurs qui ont des codes sources fermés, donc on ne sait pas ce qu'ils font des données. On peut les suspecter de les utiliser à notre insu, et qu'il y ait des backdoors et autres. Après, bon, c'est une question ensuite de psychologie, de confiance, d'optimisme, de pessimisme, de naïveté ou de paranoïa. En revanche, ce sur quoi on a prise, parce que je pense qu'il faut qu'on se focalise ce sur quoi on a prise. Un éditeur qui jouerait à ça, un éditeur français qui jouerait à utiliser les données d'intérêt général à l'insu des collectivités locales, et donc qui du coup enfreindrait les obligations qui sont les siennes, hein, jouerait cher. Donc peut-être que certains s'amusent à jouer à ça, mais ça, ils l'assumeront en temps voulu. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, je pense, c'est travailler sur l'aspect écosystème et sur notamment les interactions, les échanges de données. On parlait des codes sources, mais on peut aussi parler des API, tous les éléments qui permettent aux informations de circuler. Et ces éléments qui sont de plus en plus prégnants dans notre écosystème local, puisque donc tous les métiers s'informatisent, et une mairie, c'est un nœud d'échange. Il y a des éléments entrants et des éléments sortants qui sont des informations, en fait. On parle d'interopérabilité. On parle d'interopérabilité et puis de transparence de la manière dont les informations sont, vers qui elles sont acheminées, comment elles sont acheminées, et qu'on convienne, ça rejoint aussi des questions juridiques, de règles de bon usage des données en question. Le RGPD nous aide, hein, le RGPD est très structurant par rapport à ça, pour qu'on essaie par proximité, par cercle concentrique, de créer des espaces de confiance entre acteurs qui utilisent des règles techniques ou des usages, de l'usage des données sur lesquels ils se sont mis d'accord et sur lesquels on essaie de faire en sorte qu'il y ait une gouvernance qui permette, enfin une transparence qui permette un regard extérieur. Mais c'est très contraint. C'est très contraint. On peut développer des choses à la marge. Hein. Tu sais, on a développé un logiciel d'accompagnement des collectivités, précisément à la conformité au RGPD. On l'a développé, enfin Soluris l'a fait développer parce qu'on voulait un outil qui soit spécifique pour pouvoir accompagner de manière mutualisée des collectivités. Ça n'existait pas sur le marché à l'époque du début du RGPD. On parle de Madis. On parle de Madis, il s'appelle Madis. Son petit nom, c'est Madis. Il est disponible sur la forge de l'Adulact et sur le comptoir du Libre. Et ne trouvant pas sur le marché, étant assez précis sur ce qu'on voulait, on a finalement fait développer ces spécifications qui étaient celles du cahier des charges d'acquisition, parce qu'on ne développe pas, nous, on achète auprès de tiers. On l'a fait développer par une boîte de Niort, d'ailleurs, on est dans des circuits assez courts, et ce développement a été donc ensuite partagé, et on continue à le faire évoluer avec d'autres utilisateurs, puisque Madis a été approprié par plus d'une vingtaine de départements ou régions en France. Et du coup, je pense que par construction, c'est devenu le logiciel numéro 1 de l'accompagnement des collectivités au RGPD, puisque la plupart des collectivités sont des petites collectivités et le mode mutualisé est très adapté. Devant des concurrents d'éditeurs. Devant des éditeurs et avec des offres éditeurs qui sont parfois beaucoup plus pointues que la nôtre. La nôtre est très adaptée dans un contexte mutualisé. Pour d'autres cas, ça l'est pas. Mais on voit bien qu'il y a intérêt à agir.
dans certains cas, et il y a intérêt à partager, et la communauté des utilisateurs est très active dans les contributions. Donc ça peut exister. Mais on est autour, jusqu'à présent en tout cas, des applications métiers, du cœur de métier et des missions régaliennes des collectivités. Alors merci de cet exemple avec Madi, sauf tu voulais... Oui, je voulais réagir parce que il me semble, moi, le mot qui avait émergé de l'intervention de Benoît précédente, c'était le mot risque. Pas tellement le sujet de confiance sur les données, parce que d'abord le RGPD s'applique à tous les services qui tournent avec du logiciel libre ou non. Et le mot risque, il est très important dans l'État, parce qu'on a des obligations de service, et c'est lui qui explique des fois le plus court chemin pris vers des solutions qui ne sont pas libres. Parce que le risque perçu ou réel semble mieux maîtrisé. Je dis bien perçu ou réel, parce que évidemment on n'est pas à l'abri, on a nos habitudes de pensée, on a une inertie dans tout ça, mais c'est le réflexe numéro 1 dans l'État, sur tous les achats, c'est comment je dérisque mon achat et comment je fais en sorte que mon obligation de service rentre bien en compte. J'aime bien quand tu utilises le verbe « semble ». Il semble que... Oui, mais nous, on a OVH qui est tombé en panne il y a quelques jours. Bah, tout DataGouv était en panne. Voilà. Donc nous, on parie sur une solution, c'est pas les seuls, bien sûr, souveraine. Mais je veux dire que c'est ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est comment on remplit notre obligation de service. Je pense que ça s'ajoute au fait que depuis les années 90, tout ce qui est informatique est passé dans les fonctions de support, y compris l'informatique où on construit des outils. Ça c'est François, je pense qu'il parlera du fait qu'il faudrait passer tout ça en frais d'investissement et pas de fonctionnement. Donc ça, je suis entièrement d'accord, mais vous couplez le sentiment que tout ce qui est informatique, c'est du support, ça doit tourner, et le réflexe numéro 1, c'est comment dérisquer, et vous avez l'état d'esprit qui guide des choix qui sont plus pragmatiques que forcément respectueux de l'esprit de la loi, en tout cas. Alors, merci d'avoir prononcé le mot logiciel libre, je l'attendais, pour passer le relais à François, non plus en tant que professeur de philosophie, mais en tant que président de la DULACT, et néanmoins audité par le fameux député Botorel il y a quelques mois de ça, et l'avoir beaucoup surpris sur cette histoire de budget. Tu vas nous expliquer ça. Alors, avant de venir sur ce point précis, je vais revenir sur deux aspects. J'ai commencé par parler de la question de la culture du risque. Et c'est vrai que Bastien nous dit l'État, quelquefois, utilise des outils qui ne sont pas nécessairement libres pour des raisons de gestion du risque. Mais on pourrait aussi renvoyer l'argument à l'envers en s'interrogeant sur la vraie appréciation du risque. Et si d'ailleurs la question de la souveraineté revient en ce moment, c'est que les risques changent, les menaces changent, et les fils commencent peut-être à se toucher. Pour aller vite, je vais prendre un exemple. Nous avons parfois conscience des risques lorsque l'on vend des armes. Lorsqu'on vend des avions à des pays, on s'arrange pour leur vendre aussi les munitions, à tout hasard. Et donc on les rend dépendants. Je souhaiterais qu'on ait la même absence de naïveté lorsqu'on achète des outils numériques. Alors le mot numérique d'ailleurs est un moyen pratique pour éviter pour oublier que les logiciels sont aussi des données, et qu'il faut faire attention aux outils qu'on utilise. Et voilà, on est souvent extrêmement naïf en ne se demandant pas, je prends un exemple, il y a des systèmes d'armes qui sont en cours de développement pour l'armée française, ils sont super. Ma question, c'est sur quel système ils tournent. Et est-ce qu'on a la maîtrise, est-ce qu'on est indépendant, est-ce qu'on a la garantie de leur pérennité, parce que ça ne sert à rien de s'imaginer autonome si finalement on est dépendant. Alors, effectivement, depuis une vingtaine d'années, je milite, mais je ne suis pas tout seul, pour qu'on prenne conscience des risques sur les outils. Je crois que c'était Marx qui disait les armes de la critique passent par la critique des armes. Regardons avec quels outils on garantit la sécurité de nos systèmes d'information. Et quand je me retourne vers le passé, je trouve très, très intéressant de relire la proposition de 1999 du sénateur Laffitte, qui vient de nous quitter, qui proposait à l'époque de rendre obligatoire l'utilisation des logiciels libres dans l'État, en se disant c'est normal, ça assure la maîtrise, la pérennité, l'indépendance de nos outils. Ça paraît évident. Mais le problème, c'est le comment. Comment on fait ?
S'il n'y a pas de volonté politique forte, et il semble que la volonté politique ce soit ce qui coûte le plus cher, il y a quand même des outils juridiques, légaux, qui permettraient de ne pas attendre la bonne volonté de tel ou tel éditeur d'être philanthrope. Et ça passe par des petites actions extrêmement simples. Actuellement, lorsqu'on achète un logiciel propriétaire, on le fait compter en investissement par des biais, on dit bon, finalement il fait partie de la machine. Et puis par contre, lorsque l'on paye du développement, c'est en général, pas toujours, mais en général comptabilisé en fonctionnement. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire qu'on devrait considérer que l'achat d'une licence propriétaire, c'est finalement de la location, c'est du fonctionnement, et que lorsque nous développons du patrimoine public, lorsque c'est du bien commun, lorsqu'on le dépose sur une... Eh bien, ça devrait être de l'investissement. Du moins, c'est le point de vue du client. Oui. La tendance, c'est quand même qu'on n'achète plus les logiciels propriétaires, hein, c'est qu'on les loue. Oui, bien sûr. Et c'est ce que veulent les éditeurs. Donc, du coup, la distinction se fait plus ou se fait moins. Paradoxalement, en comptabilité publique, cette location qui était un récurrent, elle passe en investissement. Ils sont rusés. Ils sont très rusés. Et donc, voilà, par un certain nombre de petites modifications de la loi, on permettrait de rendre philanthropes des gens par intérêt. Je crois beaucoup que, je ne sais pas si vous connaissez les lois pour les quotas des personnes porteurs de handicap dans l'administration et dans les collectivités et dans les entreprises. À tout hasard, on nous dit si vous n'en avez pas 6% dans vos effectifs, vous paierez une amende. Et bizarrement, les gens ils recrutent des personnes handicapées, c'est formidable. Enfin, je m'occupe des RH, c'est formidable. Par intérêt, eh bien, tout le monde devient philanthrope. Et je pense que si on orientait l'intérêt des collectivités, des clients, vers une façon d'acheter intelligemment, eh bien, peut-être qu'on gagnerait au passage en souveraineté. Non, simplement une imputation différente une imputation différente en comptabilité publique, c'est tout. Oui, il faut rappeler aussi que le budget de fonctionnement est toujours plein et dépensé, alors que le budget d'investissement permet encore de travailler. Donc c'est d'où l'intérêt d'inverser la tendance, effectivement. Oui, mais surtout, le reste qu'on a à investir, il dépend forcément de ce qu'on n'a pas dépensé en fonctionnement. Alors, justement, on parlait du non-souveraineté numérique. Je crois, Bastien, tu m'avais dit que tu étais prêt à remettre en cause la notion de souveraineté numérique. Est-ce que c'est le bon vocabulaire ? Avant d'aborder ce terrain compliqué, juste pour souligner par rapport à ce que vient de dire François, que ce changement-là, il serait d'autant plus le bienvenu qu'on a le contexte juridique et les habitudes rentrées dans l'administration de récupérer la propriété intellectuelle du code qu'elle fait développer. Parce qu'on pourrait, si on fait tout passer en investissement pour du code qui ne nous appartient pas, je pense que c'est quand même mieux, mais que ça fait la moitié du chemin. Or, l'autre moitié du chemin, d'avoir une administration qui dit « je fais attention dans mon contrat », et on a l'Agence du patrimoine immatériel de l'État qui fait un travail d'accompagnement pour expliquer, récupérer la propriété intellectuelle du code source. D'ailleurs, moi je pense que ce n'est pas forcément toujours la bonne chose à faire, sauf pour des projets très critiques. Il faudrait peut-être simplement imposer de passer sous licence libre le code source qui est fait développer, comme ça en plus l'entreprise en garde la propriété, le contrôle stratégique et peut continuer. Mais ce changement-là, il serait d'autant plus favorable que les habitudes sont déjà là dans l'administration de récupérer la propriété intellectuelle et elle commence à venir de publier ces codes sources sous licence libre. On ne peut pas tout publier, on a référencé quelques 9000 logiciels, donc on aura une stratégie très pragmatique, vraiment pour le coup, de dire, dans ce qui doit être publié, on met l'accent sur deux choses, sur là où il y a des enjeux de transparence citoyenne. Donc on a les 20 pages du PDF qui nous disent ce que c'est que les algos de Parcoursup, ça c'est pas le code source. Le code source de Parcoursup, il y en a 1% qui est publié. Donc est-ce que ces algos sont vraiment bien déployés dans le code source? Là, il y a un enjeu de transparence et il faut y aller. Est-ce que l'application d'attestation Covid qu'on a tous téléchargée il y a un an quand il fallait sortir pendant les confinements, est-ce qu'elle envoie des données au ministère de l'Intérieur ou pas? Bon, de fait, le code source là a été publié immédiatement. Donc, premier enjeu, transparence. Deuxième enjeu, publier en priorité ce qui a un potentiel de réutilisabilité dans l'administration puis ailleurs.
Donc de dire, on travaille actuellement avec l'agence de mutualisation des universités, on essaye de leur dire, commencez par essayer de publier ce qui est un peu générique, ce qui va servir à d'autres, voire même à identifier ces autres-là. D'abord dans l'administration, mais pas que dans l'administration, et c'est ça qui aura plus de valeur d'usage par la suite. Et après sur le mot souveraineté, très rapidement, c'est simplement que d'abord le mot est un peu à la mode, c'est un peu douteux, on peut vite basculer dans le souverainisme, une sorte de concurrence des pays, un peu une tendance qui peut signifier le repli. Donc ce que j'appelle souverainisme, moi, c'est la volonté de tout faire par soi-même et de tout contrôler. Si on parle de la loi, il y a l'excellent livre d'Olivier Iteanu sur nos dépendances juridiques. Tous les citoyens français signent tous les jours des CGU avec des entreprises américaines et ça vient même changer la notion de vie privée, remplacée par la notion de privacy. Et peut-être que dans 20 ans, on n'aura plus le même droit d'auteur qui sera remplacé par le copyright. Donc on a une colonisation juridique prégnante, qui est en plus de la colonisation numérique. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention au souverainisme. Dans souveraineté, je veux distinguer deux choses. C'est l'émancipation. Donc être souverain, c'est être libre, donc c'est émancipé. Et ça, c'est la racine du mouvement du logiciel libre. Je ne veux pas, en tant qu'utilisateur, être dépendant de la bonne volonté d'un développeur. Je ne veux pas, en tant qu'administration, être dépendante de la bonne volonté d'un prestataire. Et l'autre chose, c'est efficacité. Si on a l'émancipation sans l'efficacité qui est transformer une administration qui a besoin de faire beaucoup de mises à jour en même temps sur plein de sujets et de délivrer des services aux citoyens qui s'améliorent, comme France Connect ou comme d'autres choses que vous voyez, on n'a pas ces deux choses-là. Donc j'aime bien au moins replacer les discussions sur la souveraineté sur soit l'émancipation, qui est un sujet en soi, soit qu'est-ce qu'on veut rendre plus efficace. Est-ce que la souveraineté numérique, est-ce que le sujet est souveraineté numérique open source, la priorité c'est comment est-ce qu'on dynamise l'écosystème des entreprises open source françaises. Pour moi, ça c'est un sujet central et on devrait avoir une politique pour ça qui est pour l'instant absente. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Ça c'est un sujet à part entière qui n'a peut-être même pas de rapport directement avec l'administration. Ensuite, comment est-ce qu'on rend les administrations moins dépendantes des prestataires habituels et de tout prestataire en général? C'est encore un autre sujet. Les deux se croisent évidemment, mais émancipation et avec toujours l'impératif d'efficacité qui ne doit pas servir d'excuse, hein, on n'est pas là. Mais quand on parlait de sécurité, l'exemple que je donnais sur Google reCAPTCHA, typiquement c'est un exemple lié à la sécurité. On a mis en place nous-mêmes, ça nous crève le cœur, mais à Etalab, on a été obligé de mettre en place une solution reCAPTCHA qu'on a changé depuis, mais parce qu'il y avait une urgence sur un service qu'on déployait faisait que d'autres ministères étaient spammés par notre faute. Et donc dans l'urgence, en 2 heures, on n'avait pas le temps de réécrire. Mais on garde cet horizon et on essaie d'avancer là-dessus. Je crois que François voulait intervenir, après je redonnerai la parole. Ça sera ma dernière question, je prépare la salle, ma dernière question avant de vous donner la parole. J'en ai d'autres sinon, mais arrêtez de me faire parler. François. Non, ce qui est très important dans ce que vient de dire Bastien, c'est qu'effectivement, on ne peut pas être totalement indépendant, et Benoît le disait tout à l'heure. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de lire un peu de philosophie, je vous conseille la lettre 8 sur les lettres sur la montagne de Rousseau, où justement il dit la liberté et l'indépendance, c'est deux choses différentes. C'est un des plus beaux textes qui est écrit sur le rapport entre la loi et la liberté. Et la conscience du risque et la conscience de nos dépendances doit nous amener à faire des choix intelligents, effectivement, en essayant de regarder de quoi on est dépendant, parce que c'est pas parce qu'on passera de Windows à Linux qu'on sera moins dépendant, mais au moins on sera très interdépendants entre nous et on s'émancipera ensemble. La liberté veut la liberté de l'autre. Et donc on ne sera pas soumis dans l'hétéronomie à la loi d'un autre, mais on sera ensemble en train de s'émanciper collectivement. Et je pense que c'est le point le plus important de ce que le logiciel libre a à dire. Il ne s'agit pas d'être souverain contre les autres, mais être souverain ensemble. Oui, Benoît ? Pas mieux. Non, mais c'est vraiment... J'y crois beaucoup. Moi, je ne crois pas du tout à l'indépendance. En revanche, parce qu'on est tous dépendants, et je dirais c'est ce qui nous construit. Mais je crois, tu parlais d'affranchissement.
Je crois beaucoup à ça. Ou d'émancipation. Non, c'était plutôt affranchissement qui me. Mais émancipation, oui, je pense que c'est ça. C'est l'œuvre de toute une vie, de prendre conscience de nos dépendances, de les assumer ou de les contourner parfois, et de choisir ces dépendances. Ça rejoint la dimension de communauté. Et moi, ce que j'essaie de faire dans mon métier, c'est de faire prendre conscience aux utilisateurs, aux élus, à ceux qui achètent, de ces éléments-là pour qu'ils agissent en conscience. Et que après, le niveau de dépendance, on le choisit, on le subit parfois. Parfois, on le subit. Mais en le sachant, je pense qu'on est déjà mieux équipé pour exercer notre rôle de citoyen et d'acteur économique et social. La salle. Je donne le micro. Bonjour, Christophe Cazin. J'ai une petite question pour Benoît. Je voulais savoir ce qu'il attend de l'État au niveau souveraineté. Est-ce qu'il attend, puisqu'on sait qu'il y a une volonté, enfin les collectivités territoriales sont indépendantes des choix de l'État. Donc qu'est-ce qu'il attend de l'État au niveau du numérique, jusqu'où il est intéressé par, est-ce que les collectivités territoriales sont intéressées par les travaux de l'État dans le domaine du numérique, et à quel niveau? Est-ce que le comptoir le CIL, pas le comptoir du lit parce que ça c'est là du lac, mais est-ce que le CIL l'intéresse? Est-ce que le travail qui est fait par les administrations d'État intéresse les collectivités territoriales, et qu'est-ce qu'il faudrait renforcer, qu'est-ce qu'il faudrait supprimer, ou est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vais vraiment en parler, ça va être une réponse personnelle, je ne parle pas au nom des collectivités en général, mais moi je pense que l'État a un rôle important, parce qu'effectivement c'est important de le rappeler, il y a un principe dans la Constitution de libre administration des collectivités locales, donc chaque collectivité s'administre comme elle le souhaite. Elle choisit les logiciels qu'elle veut, etc. Elle a des obligations de résultat, mais après elle fait comme elle veut. L'État a un rôle à mon avis très important d'influence, pour créer un cadre de référence, et encourager, et identifier, orienter vers des bonnes pratiques. Ça, c'est fondamental. Il y a 15 jours, une décision de la direction interministérielle du numérique a interdit aux administrations d'État d'utiliser Office 365 de Microsoft dans le cloud Azure. Donc cette obligation ne s'adresse qu'aux ministères et aux structures qui dépendent d'eux. Donc les collectivités sont libres d'utiliser Office 365 sur Azure. Pour autant, le ton est donné, le sens du vent est identifié. Donc ça, c'est hyper important. Et là, encore une fois, c'est encourageant pour ceux qui veulent avancer dans une direction, sortir un petit peu du courant dominant, en se disant, oui, on parle de risque, finalement, je ne suis pas le seul à penser ça, et tendanciellement, on va peut-être y venir nous aussi. Donc ça, c'est l'aspect, le phare, quoi, le repère, le cadre. Ensuite, au niveau opérationnel, sur la question des logiciels, oui, je pense que l'État a un rôle, là aussi, de valorisation des initiatives, de mise de guichets, d'interrogations et de propositions, de solutions, de réponses qui peuvent être aussi juridiques, pas que techniques, sur comment je fais en sorte pour gagner un peu davantage de contrôle que j'en ai aujourd'hui. La difficulté du libre, je trouve, c'est que, par définition, non, je dis pas par définition, parce qu'on peut trouver tout un tas justement de SS2L qui peuvent faire du service dessus, mais récupérer le logiciel, le télécharger, typiquement, quelqu'un comme moi, je télécharge un logiciel libre, je ne sais pas l'installer et peut-être encore moins le faire fonctionner en fonction du métier en question. Donc ça nécessite de la compétence technique qu'on ne trouve pas, qui ne se télécharge pas aussi facilement que l'application. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin de coordination, et d'ailleurs tu parlais de ma casquette de conseiller numérique de l'AMF, alors que je fais à titre bénévole et à mes heures perdues, mais l'Association des maires de France, donc, qui réunit l'ensemble des collectivités de France, et dont la plupart, là, encore une fois, sont assez démunis sur ces sujets-là, s'appuie sur des gens comme moi pour échanger et puis participer à des groupes de travail à la DINUM ou ailleurs sur l'évolution de la transformation numérique, comme on dit aujourd'hui, de l'administration française, donc État et collectivités locales, en veillant à ce qu'on se coordonne. Tu voulais ajouter un mot ? Oui, juste un mot pour dire que, du point de vue d'INUM, alors moi je ne suis pas en contact direct avec les collectivités, mais Christophe mentionnait le CIL, et on sait qu'il est quand même lu, qu'il a de l'influence.
On a un partenariat d'Inum à Dulact, parce que pour les parties collectivités territoriales, on renvoie au catalogue de la Dulact. Donc dès qu'il y a une fiche sur un logiciel libre dans le SIL et qu'il est dans le catalogue, il y a une petite icône à Dulact. On a fait aussi un autre produit où là, les contributions des collectivités pourront nous intéresser, en s'inspirant des chatons de Framasoft, qui sont donc des îlots de services déployés à partir de logiciels libres et qui peuvent se connecter entre eux. On a sorti Papillon, c'est le portail des administrations porteuses, vous irez chercher, d'initiatives logiciels libres ouverts au plus grand nombre. C'est le N. Voilà. Et donc Papillon, c'est simplement la liste de toutes les instances en service web basées sur du logiciel libre. Et là, on en a quelques centaines. Donc, on a des instances Peertube, on a des instances Nextcloud, on a des... Pour les administrations. Pour les centrales. administrations. Alors, on a du central et on commence à mettre d'autres choses que du central. Donc, à terme, c'est surtout... parce que quand je suis arrivé, il y a 3 ans, je ne savais pas exactement comment j'allais faire, ce que j'allais faire. Et ce que je fais au fur et à mesure, c'est de valoriser ce qui existe. Donc il y a beaucoup de libres partout, et donc être libre ensemble, souverain ensemble, ça commence par être ensemble, et à se donner de la visibilité. Donc nous, on sera très preneurs de retour là-dessus, et j'aimerais lancer un chantier, mais ça je vous donne rendez-vous dans 2 ans, parce qu'on avance à la vitesse de l'État, mais j'aimerais lancer un chantier pour avoir une interface de click and deploy sur des applications stratégiques qui pourraient intéresser les gens pour du test. Donc une version bac à sable de plein d'applications. Donc on peut le faire de façon très légère en mettant une instance UnoHost et puis en laissant les gens déployer des choses rapidement. Ça marche très bien. Les gens découvrent des services comme ça, et des gens en font du commerce, il y a des projets comme ça. Mais si je prends l'exemple que vous connaissez bien de démarche simplifiée, qui n'aurait pas aimé, en commençant par la Dulact, un bouton click and deploy pour le tester, pour voir comment ça marche, pour ensuite, derrière, aller faire le travail que mentionnait Benoît, de se dire, ok, maintenant, on s'est décidé, on veut l'héberger, on a les moyens, on sait qu'il faut faire telle et telle modification, on a besoin de se coordonner avec l'équipe qui développe. Donc ce click et deploy, j'y crois beaucoup, pour sauter la barrière psychologique de l'aspect technique qu'on voit trop souvent. Donc on a les moyens techniquement aujourd'hui de faire des choses comme ça. Ça peut être sur du démarche simplifié, sur une instance CHAP. Les responsables dans les réseaux universitaires devraient pouvoir déployer un matrix de façon très légère. On peut le faire pour du store. On doit pouvoir déployer un F-Droid très facilement quand on est l'ANSI et qu'on veut un store dédié à des applications sécurisées. Voilà, donc il y a ces choses-là, mais on y tient. On a cet impératif de l'attention, de l'empathie utilisateur, on va dire. Oui, je me permets de répondre au nom d'Adulact, délégué général. À Benoît, effectivement, il y a effectivement une complexité pour installer des logiciels libres, mais on a aussi des logiciels en mode SaaS qui sont effectivement... Après, tant mieux s'il y a des collectivités ou des mutualisants comme toi, Soluris, qui sont capables de reprendre un logiciel libre à son compte et de l'installer, mais là, c'est la partie technique, et vous êtes là pour ça, gommer la partie technique de façon à ce que l'utilisateur final, l'agent dans sa collectivité, le citoyen, est un outil très simple à utiliser. Et on a quantité d'exemples aujourd'hui, dans le contexte Adulact, de success story, où on a vu qu'on savait prendre le pas sur des logiciels propriétaires qui pourtant étaient sur le métier depuis bien longtemps, grâce à cette mécanique de logiciel libre qui va créer, on en parlait tout à l'heure, l'interopérabilité, etc., tout ce qui va avec, et cette, non pas indépendance, mais cette liberté que ça offre. Pardon de cette parenthèse. Réponse, la salle. Une autre question ? Oui, Stéphane Fermigier, donc coprésident du CNLL. Alors, les initiatives et les points de vue que vous présentez sont, à mon sens, et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, c'est des actions qui sont ponctuelles ou qui sont locales et dans une démarche qui est essentiellement bottom-up. Alors, Bastien, tu as cité la loi République numérique, et effectivement, il y a une sorte de directive qui vient d'en haut, mais qui est relativement peu, enfin même pas du tout contraignante.
Et on ne peut évidemment comment dire, se féliciter qu'il y ait des initiatives. Mais comme tu l'as regretté aussi, il manque une politique industrielle, il manque une politique globale, et on constate dans les discours qui ont cours depuis peut-être un an ou deux de l'exécutif qu'il y a des directions qui se prennent qui ne vont pas dans le sens de la souveraineté numérique. Souveraineté numérique qu'on entend, enfin plusieurs personnes entendent comme une autonomie stratégique dont il ne s'agit pas de tout faire soi-même, même si on peut étendre aussi bien au domaine du cloud, du logiciel, et même constater qu'il y a des déficiences en termes de fabrication de matériel qui posent des gros problèmes en ce moment à notre industrie, mais on va dire que c'est un autre sujet. Mais sur le logiciel libre, je voulais signaler qu'il y avait 3 rapports parlementaires qui ont été faits au cours des 10 dernières années par Madame Morin-Desailly, par Monsieur Longuet et par Monsieur Latombe, qui étaient présents à distance hier sur cet événement et avec qui on a discuté. Et les 3 font clairement le lien entre souveraineté numérique et logiciel libre. Les 3 donc proposent d'augmenter l'effort autour du logiciel libre, et en particulier le rapport de Philippe Latombe, qui d'ailleurs reprend finalement presque mot à mot la proposition du sénateur Laffitte de 1999. Mais on constate, et c'était les mots du député Latombe lui-même, que l'exécutif est quasiment sourd à ces propositions, qu'également il y a une dérive sémantique entre le cloud souverain et puis finalement ce qu'ils appellent le cloud de confiance. Madame de Morin-Desailly s'est comment dire, exprimé de manière assez forte au Sénat il y a 2-3 jours, et comment dire, avec un dialogue assez énergique avec Cédric O. Et on voit qu'on a donc 2 conceptions complètement différentes de la souveraineté. Et donc ma question, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une question, hein, c'est comment on va arriver à faire bouger cet exécutif qui a l'air d'être complètement sourd sur ces questions. C'est chez moi. Alors non, je pense que c'est chez tout le monde déjà. Non, moi je suis pas l'État. Je suis pas du tout. Non, ce que je crois, c'est que j'espère qu'on aura un jour un grand plan logiciel. Je dis bien logiciel, parce que même le service, il faut d'abord l'aborder comme du logiciel. Un grand plan code source, presque, on pourrait l'appeler, mais c'est trop rebutant. Comme on a eu le plan calcul, où on a lancé des grandes périodes de grands travaux. Un jour, je pense que la prise de conscience sera telle sur nos dépendances, que je citais, hein, juridiques, techniques, que peut-être il y aura ce grand plan-là. La responsabilité de mettre au pouvoir les personnes qui ont envie de le lancer revient à tous les citoyens. L'administration n'est pas le gouvernement. Nous, on obéit au gouvernement et on déploie des objets. Alors, contrairement à François, parce que j'ai un lien secret avec Benoît et François, c'est que j'ai fait de la philo avant et que je suis de Charente-Maritime, mais ça n'a rien à voir. Non, moi, je pense que plus on se monte dans les couches de l'État, en gros, plus on se rapproche de l'État central et des sphères proches de l'exécutif, plus le monde n'est pas rousseauiste, mais spinoziste, où le droit, c'est la force, au sens où une loi que l'État s'impose à lui-même, il est le premier tenté de ne pas la respecter. Et c'est presque plus facile quand on est en haut que quand on est un citoyen qui se prend une amende parce qu'on n'a pas son passe sanitaire. Donc, d'où, en attendant le grand plan logiciel et les gens à l'exécutif pour le porter, et moi je crois qu'il y a quand même des frémissements et des convergences qui font qu'il n'y a pas que la France Insoumise qui a un programme sur le logiciel libre. C'était le seul parti politique à avoir un programme. On avait l'impression que c'était rédigé des mains de l'April, ce qui était peut-être le cas. Mais je pense qu'il y a un frémissement politique. En attendant, les initiatives bottom-up, c'est une façon de cranter des choses, et c'est effectivement modeste, mais ça induit des changements qu'on ne voit pas de l'extérieur, qui sont des changements culturels dans les administrations. Je vois ici Christophe, par exemple, qui est, sans vouloir te dénoncer, mais qui est libriste dans l'administration. Et ben, j'espère qu'on se sent moins seul quand on est militant libriste dans l'administration aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ça avance quand même. Et des initiatives bottom-up poussées par des agences qui ont un rôle d'innovation et d'aiguillon sont certes pas suffisantes. Il ne faut absolument pas qu'elles donnent l'impression que ça nous épargne
des politiques et des grands plans logiciels. Et au passage, en parlant d'ambition, l'Allemagne lance un centre de souveraineté digitale qui aura pour ambition de déployer une forge centrale pour tous les logiciels fédéraux publiés sur cette seule forge et d'acheter de l'open source allemand. Donc là, toutes les cases de la souveraineté sont cochées. Donc on a des exemples, hein, on n'est pas seul, et le grand plan logiciel, il a déjà de quoi s'inspirer. Oui, alors pour poursuivre sur la réponse à la question de Stéphane, je pense qu'effectivement, il y a une première raison qui fait souhaiter du top-down, c'est qu'il y a un problème de culture politique. Le sénateur Laffitte, qu'on citait tout à l'heure, c'était un scientifique. Aujourd'hui, il ne court plus les rues dans les sphères de l'État. On a des gens qui comprennent rien à ce que c'est que l'informatique, et donc qui n'ont absolument pas conscience de leur dépendance. Alors tout à l'heure, j'appelais de mes voeux une petite modification de la loi, toute simple, hein, on peut passer en investissement et en fonctionnement. Et deuxième petite modification, d'ailleurs je m'en étais ouvert au député Latombe, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on interdise ce qui est une deuxième cause de cette absence de conscience du risque, qui est le pantouflage. Beaucoup de hauts fonctionnaires font la navette entre l'État et de grandes entreprises qui, bizarrement, revendent à l'État des solutions, qui ne sont pas toujours des solutions françaises, hein. Et donc ce pantouflage fait soupçonner que effectivement le droit spinoziste fonctionne à fond dans l'État, et que la loi c'est la force, et la force de contraintes extérieures qui pèsent sur l'État. Et si on séparait le bien commun des intérêts privés, les choses iront un peu mieux, elles seront plus claires. Et je pense que voilà, une des raisons, elle est simplement qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en charge du bien commun et qui ont des intérêts parfaitement orthogonaux au bien commun. Dernière chance pour la salle, une fois, deux fois, trois fois adjugé, vendu. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure, c'est l'heure. Juste, mon mot de la fin sera en lien avec ce que vient de dire François, auquel je souscris complètement. L'État a un problème de recrutement de personnel qualifié technique sur le numérique. On est au niveau de l'administration centrale, il y a un rapport qui est sorti sur les data scientists, il y a des manques de data scientists, on ne peut pas les payer à la hauteur du privé, on essaye d'avancer. C'est un appel à la salle? Non, c'est un appel pour dire que c'est toujours cette complémentarité du top-down et du bottom-up. Donc oui, top-down, on a besoin que les citoyens se mobilisent et disent on interdit ça. Bottom-up, on a besoin de valoriser des programmes qui existent aujourd'hui dans l'administration et pour lequel le logiciel libre est un label phare, parce que des jeunes sortis d'école sont souvent intéressés par une sorte d'année de service civique pour dire tiens, si je pouvais développer du logiciel libre au sein de l'État, ce serait génial. Je cocherais toutes les cases de donner une année à l'État et développer du logiciel libre. C'est ce qu'on fait avec le programme Entrepreneur d'intérêt général. On lance depuis hier l'initiative Blue Hats, Semester of Code, où on aura 6 stagiaires pour contribuer à des logiciels libres créés hors de l'administration, mais utilisés par l'administration. Donc tous les enseignants qui utilisent du Framadate ou du Framaforms, là on a l'occasion d'avoir des contributions. Ces efforts-là, je pense qu'il faut leur donner plus de visibilité parce que ça va contribuer à amener la culture. Le pantouflage, j'espère qu'on y est moins sensible à 25 ans que plus tard, mais voilà, c'est complémentaire. Oui, Benoît, conclusion? Oui, moi je ne suis pas pessimiste parce que je pense que je parlais tout à l'heure du RGPD, on a senti la prise de conscience de la dépendance. Les esprits, y compris les esprits les plus loin de ces questions-là, et notamment les élus, ont identifié que c'était aussi un sujet pour la population. Et donc les élus, ils apprennent, soit ils ont une culture scientifique et technique à l'école, soit ils l'apprennent parce qu'ils écoutent le terrain, c'est leur job. Et je pense qu'on est plus sensible à ça, nous les citoyens que nous sommes, et tu avais raison de nous renvoyer la balle, l'État c'est pas que toi. On voit de plus en plus
d'attention à la manière dont les données sont utilisées. Et je pense que de proche en proche, on va aussi s'intéresser, alors on parle aussi des réseaux, on n'a pas parlé du tout de la dépendance aux infrastructures et aux réseaux, mais je lisais hier dans Le Monde un article sur la dépendance mondiale à une usine qui est à Taïwan, qui fait des semi-conducteurs, c'est complètement effrayant. Donc, mais donc là, sur la question du logiciel, qui est un sujet sur lequel on a une partie prise, je pense que progressivement la prise de conscience va s'étendre et que du coup il va être de mieux en mieux vu que de reconstituer comme ça ex post des espaces de contrôle. Et d'autant plus que si on parle de politique nationale, tu parlais des armes tout à l'heure, mais on pourrait comprendre que l'État français ait une appréhension au changement parce qu'il y a quelques champions nationaux, mais au niveau national, on n'a pas de GAFAM. Donc on l'a vu sur la taxe GAFAM qu'on était capable de tenir de prendre des positions et je dirais justement d'en avoir une posture politique qui devient fort. Et je pense que sur ces questions du logiciel, on pourrait l'imaginer, alors moyennant de passer au travers de tous les lobbies, il y aura de la réaction, mais qu'au niveau national voire européen, ces sujets puissent aussi monter. Et pour conclure, pantouflage, oui, parce que intérêt, probablement, mais il y a aussi tout simplement la complexité du changement. On est totalement dépendant et c'est vachement compliqué de changer de paradigme. Donc je crois, là pour le coup, c'est aussi le bottom-up. Et je crois énormément, moi, à l'action locale et à la démonstration que c'est possible. Parce qu'à la connaissance, la prise de conscience de nos dépendances, d'une part, mais il y a aussi et surtout la prise de conscience de nos capacités à faire et de l'existence d'alternatives. Et c'est en éclairant ces possibilités alternatives et en essayant de les faire grandir, en les arrosant, en les valorisant, etc., qu'à mon avis, ça va aussi conforter la crédibilité d'une alternative au modèle dominant. Deux petites choses pour la fin. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un Américain qui, de temps en temps, dit « Je peux expliquer ce que c'est que le logiciel libre, trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est au fronton de tous nos espaces, nos édifices publics. Donc il y a peut-être un rapport entre souveraineté numérique, logiciel libre et France. Deuxième chose, je crois que pour accélérer les choses, on pourrait aussi utiliser la méthode Parmentier. C'est celui qui a introduit la pomme de terre en France. Je viens d'apprendre qu'un DGS, un directeur général des services, vient de mettre sa machine sous Linux. C'est un événement considérable. Et je pense qu'il y a deux choses à faire. Ce que Parmentier a fait pour la pomme de terre, c'est d'interdire les logiciels libres. Et donc tout le monde va les utiliser, puisque c'est interdit, on est en France. Et de faire payer très très cher les logiciels libres pour qu'ils remplacent les iPhones.